accepté notre invitation. Nous sommes ravis au fait de se retrouver entre professionnels. Et je pense que je voudrais aussi, peut-être avant de commencer, parce que c'était très important pour ce qui a été fait, le soutien et l'accompagnement en fait, du ministère en fait, des Finances et de l'AMC. Madame la présidente est partie, mais en fait, l'AMC a joué un rôle et jouera encore un rôle déjà dans la construction, mais un rôle en fait, dans la réalisation de cette transformation-là. Je pense que c'est un projet qui est un projet commun, parce que la bourse de Casa, c'est un bien collectif, mais au fait, ce n'est qu'un élément en fait, de toute la chaîne. Et au fait, il y a une forme d'interdépendance entre les différentes parties prenantes. Alors, on va vous proposer une présentation de ce qu'on a intitulé au fait, Ambition 2021, qui est au fait un peu la feuille de route de la bourse de Casablanca SA. J'insiste un peu sur ce mot-là, c'est juste pour distinguer le marché boursier de la bourse de Casablanca SA. Souvent, on a tendance un peu, les professionnels ne font pas cette confusion-là, mais à l'extérieur, on confond un peu le marché et la société de gestion. Ici, on parle de la bourse de Casablanca SA et donc de cette feuille de route. Alors, on va vous proposer, si vous voulez bien, deux voies, mais une même histoire. On va essayer avec Sikarim de vous raconter un peu le contenu de cette feuille de route, peut-être avec des slides très légers, mais au fait, on espère avec un contenu, et puis surtout, n'hésitez pas, parce que par la suite, la parole sera donnée au fait, à l'audience, et n'hésitez pas au fait, à poser toutes les questions pour avoir les différentes explications. Alors, voilà. Alors tout d'abord, un peu d'histoire. En fait, la bourse, vous le savez, en fait, a une longue histoire. Et ce qui est intéressant, c'est sa naissance, 1929. 1929, c'est un krach boursier. Mais la bourse de Casa a connu sa naissance, sa genèse, sous forme d'office de compensation de valeurs mobilières. Et petit à petit, ça s'est transformé en office de cotation mobilière, puis après, c'est devenu un établissement public, et petit à petit, les choses commençaient en fait, à s'installer dans le paysage, et la première grande réforme, et ça marquait un peu le marché, c'était en 1993. Et donc c'est là où en fait, la bourse s'est transformée en entreprise SA avec des actionnaires, et ces actionnaires-là aussi n'existaient pas avant, puisqu'il y a eu la création de la société de bourse, des sociétés de bourse. Et par là, la création du CDVM, et ainsi de suite. Et puis, les OPCVM, qui ont joué un rôle très, très important dans la gestion financière de l'épargne. Et puis, par là, est venue, vous faites toute l'automatisation, l'informatisation, les cotations électroniques. Et il y a beaucoup de choses, au fait, qui se sont passées pendant cette période-là. Et j'insiste, au fait, sur ce passé, parce que il ne faut pas tout multiplier par zéro. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le début. Il y a eu un développement considérable. Il y a eu des transformations. Il y a eu aussi des valeurs ajoutées, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, en 1993, cette réforme-là avait pour objectif aussi de, je dirais, non seulement moderniser le marché financier marocain, mais aussi permettre de faire un meilleur financement en fait, de l'économie, puisque c'était le moment où il y avait aussi des privatisations, il y avait aussi en fait, le financement, bien sûr, de l'État à travers les banques trésors qui préexistaient, mais ça a permis un peu de se développer davantage. Mais vous avez aussi les banques, en fait, qui ont, je dirais, utilisé aussi ce marché-là pour tenir compte, j'allais dire, pour respecter le ratio réglementaire. C'est comme vous savez, en fait, les banques aujourd'hui représentent 34% de la capitalisation boursière. Ils représentent aussi 62% du stock de la dette privée. Donc, ce marché-là, en fait, a permis aux acteurs, je dirais, de pouvoir se financer. Il y a aussi des entreprises publiques qui ont été cotées, privées aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Et bien, évidemment, comme tout marché, il y a des cycles et on est passé par la bulle de 2008, 2009, 2007. Et puis maintenant, on est arrivé en fait, à une situation où tout le monde s'accorde pour dire, voilà, il y a, je dirais, une forme de fatigue
du système, du marché. Et puis, à la fois, il y a à la fois une nostalgie, mais une frustration, une nostalgie de l'époque où ça bouillonnait, où les volumes, puisqu'on prenait ça comme indicateur de la bourse de CASA, le volume journalier, on flirtait avec les 400, 500, peut-être millions par jour. On est maintenant au voisinage de 100, 150, 130. Et puis, les niveaux étaient aussi très importants. Pour information, la capitalisation boursière, là, aujourd'hui, c'est à 600 quelques milliards. Elle était à l'époque aussi, 2007, au même niveau, 670 milliards. Donc, c'était ce sentiment-là qu'il y en a besoin d'un second souffle. Le problème de liquidité, problème d'accès au financement pour certains acteurs. Et c'est là où il y a eu donc ce sujet-là, le sujet de la démutualisation, qui est arrivé. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça a mis beaucoup de temps, mais le 17 juin 2016, donc il y a eu cette démutualisation. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être déjà échanger avec vous ce qui se cache derrière la démutualisation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça change en fait dans le mode de fonctionnement, dans la façon dont on doit voir, je dirais dorénavant, un peu l'infrastructure du marché. Et après, je laisserai la parole à Karim pour développer les deux aspects en fait, de cette feuille de route. Le premier aspect, c'est la transformation qui touche le modèle de développement, et le deuxième, c'est le plan de développement qui traduit une ambition. Alors, pour la démutualisation, on a parlé tout à l'heure, c'était mentionné, il y a eu un changement de propriétaire. Donc ça, c'est la première chose qu'on garde présent à l'esprit. D'abord, il y avait des questions qui étaient sur le mot démutualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a remutualisé ou pas? Enfin bref, je pense derrière ça, concrètement, d'abord, il y a eu un changement de tour de table. Avant, c'était effectivement un tour de table qui était centré autour des sociétés de bourse. Maintenant, il y a d'autres acteurs. En fait, ces autres acteurs ont un dénominateur commun, c'est qu'ils font partie des vraies parties prenantes de la bourse. Ça veut dire qu'ils sont concernés fortement par la bourse ou l'infrastructure de marché ou par les marchés de capitaux. Ils sont ou des acteurs, ou des émetteurs, ou des investisseurs. Et ça, c'était très important d'avoir ce tour de table. Donc la nature de tour de table était très importante pour construire la suite, pour essayer justement de bâtir la deuxième phase, la deuxième grande phase de développement du marché. Vous avez ici la répartition, vous la connaissez déjà. En fait, on a l'impression qu'il y a 4 ou 5 groupes autour de la table, mais il y a 27 actionnaires. Ça vous donne un peu l'implication des différents acteurs, puisqu'il y a pratiquement toutes les assurances. Il y a aussi, bien sûr, les sociétés de bourse indépendantes qui ne sont pas rattachées aux banques. Donc, ça fait 27 actionnaires. Et il y a aussi une chose qui est assez importante, c'est dans le tour de table. Donc, cette démutualisation, c'est un nouveau tour de table, mais aussi c'est une nouvelle gouvernance. Parce que non seulement nous avons donc des administrateurs, des actionnaires nouveaux, mais on a aussi des administrateurs où leur niveau de seniorité était très important pour construire, je dirais, la suite, à la fois la vision, à la fois l'exigence sur la stratégie, et puis surtout, la mise en œuvre de la stratégie. Et c'était important d'avoir autour de la table des personnes qui aussi engagent leur institution, qui connaissent aussi un peu le métier, les implications et les enjeux pour leur institution au développement du marché. Et puis le dernier point, en termes de gouvernance, c'est la bourse, c'est le cœur j'allais dire, de la capitalisme. Donc il fallait absolument aussi montrer l'exemple au niveau de gouvernance. Donc c'était pour nous une évidente nécessité d'avoir, c'était mentionné dans le cahier de charge, mais c'était pour nous aussi, actionnaires, administrateurs, important d'avoir des administrateurs indépendants. Parce que le marché est petit, on se connaît tous, on se tutoie, on connaît, et en fait l'idée c'est d'avoir un apport extérieur, un apport indépendant, un apport objectif, un regard des interventions qui amènent la contradiction. Et c'est très important.
Donc nous avons, comme vous le savez, déjà un administrateur qui nous a rejoint déjà l'année dernière et qui a participé à la construction de la feuille de route, puisqu'il a participé à notre séminaire stratégique. Et nous sommes en train de finaliser pour le deuxième administrateur indépendant. La deuxième chose, donc une nouveauté autour de table et nouvelle mission. Donc la démutualisation a changé d'actionnaire, mais en même temps, il y a un nouveau cahier de charge qui a précisé en fait, les nouvelles missions. Ce ne sont plus les mêmes missions qu'avant pour la Bourse 1.0. Vous avez ici les 4 grands éléments constitutifs de la mission. La première chose, c'est bien sûr la gestion des différentes entités qui constituent l'infrastructure de marché. Donc, on n'est plus dans la plateforme de négociation seulement, mais sur toute la chaîne. La deuxième chose, c'est le développement de l'infrastructure nécessaire pour compléter, pour bien traiter les opérations. Par exemple, la création de la chambre de compensation viendra. Et puis, le troisième point qui est assez important, c'est-à-dire que la mission de la bourse, c'est de ne pas rester en attente, mais de aussi participer au développement. Parce que souvent, et vous, le professionnel, on le sait tous, même entre le front office et le back office, souvent le développement ne vient pas que du front office. Il y a souvent, je dirais, la pertinence, l'agilité et ce que permet le back office, plateforme de traitement des opérations, elle donne des idées au développement des produits. C'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de back office, il n'y a pas de traitement d'opérations, il n'y a pas de traitement de transactions par le front. Et le dernier, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ce qu'on a fait, c'est justement travailler, contribuer à la construction d'une stratégie globale pour le marché. Nouveau tour de table, nouvelle gouvernance, nouvelle mission, et bien sûr, ça nous a amené à définir une nouvelle vision pour la bourse. Vous avez ici la version restreinte, mais je vais essayer un peu de la développer. C'est être la plateforme, mais on ne dit pas la plateforme de négociation, mais la plateforme de toute la chaîne de traitement. C'est une plateforme qui doit être intégrée, et on verra par la suite ce qu'on entend exactement par intégrée, qui doit être ouverte, qui doit être bien sûr robuste, parce qu'on parle ici d'infrastructure de marché. L'objectif pour l'infrastructure de marché, c'est d'assurer, je dirais, la sécurité et l'efficience du traitement des opérations. C'est ça son objectif. Donc il faut c'est son premier objectif, parce que sinon, sans ça, il n'y a plus de confiance, puisque c'est la première brique de confiance. Et bien sûr, de mobilisation de l'épargne à la fois locale et puis capacité à attirer l'épargne étrangère. Et bien sûr, in fine, l'objectif, c'est le financement de l'économie du Maroc, et puis bien sûr, après pour l'Afrique. Donc derrière tout ça, derrière cette vision-là, bien sûr, il y a 3 objectifs qui sont, le premier, bien sûr, c'est construction, parce que ça, il ne faut pas que la bourse se perde dans des exercices, il faut concret. Le concret, c'est construire la plateforme. On va en parler tout à l'heure exactement de quoi il s'agit. La deuxième chose, c'est chercher justement à être consciente, être même obsédé par ce sujet-là de la contribution au financement de l'économie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel type d'instrument? Quel est le gap à combler? Comment faire pour orienter ou avoir les véhicules qui permettent de répondre aux besoins des émetteurs, ou comment allouer au fait les capitaux ou les flux. Et tout ça, bien sûr, c'est un souci qui est partagé avec les différents acteurs, les différents professionnels que vous êtes. Et puis le dernier, bien sûr, c'est réussir un rayonnement national et régional. Alors, voilà pour la démutualisation, ce que ça voulait dire en fait, concrètement. Ici, j'ai juste rapidement partagé avec vous les coulisses de la construction. Je pense que pas mal d'entre vous étaient déjà bien sûr aussi impliqués, puisque nous avons lancé dès la démutualisation le 17 juin, quand on a mis en place les structures de gouvernance, on a commencé, en fait, il y avait une chose, enfin, pour moi, je vous livre un peu ma vision en fait, de la chose au début. En fait, je pensais, parce qu'on a constaté, et je pense que tout le monde est conscient ici, il y avait beaucoup d'idées. Tout le monde avait des idées. Je pense que c'était très important de ne pas oublier ça. Les idées ne manquaient pas. Quand on parlait tout à l'heure de l'histoire, on parlait de la démutualisation depuis un certain... on parlait des dérivés déjà il y a pas mal d'années. Tout le monde. Je pense que les idées, on n'avait pas besoin d'avoir un consultant extérieur qui vienne nous dire voilà les produits que vous avez. Je pense que les gens du marché, tout le monde savait exactement. Seul sujet, c'était comment coordonner tout ça,
comment transformer ces idées-là en action, comment ordonnancer, et comment aussi, et c'est très important, c'est de construire en fait une vision commune. Et c'était aussi un des objectifs même du conseil d'administration en fait, de la bourse, puisqu'on a passé, comme je disais tout à l'heure, il y avait la démutualisation au changement de propriétaire, donc il y avait de nouveaux administrateurs, comme le disait je ne sais qui, un peu à l'insu de notre plein gré autour de la table, mais on a fini au fait par tutoyer le même projet. Donc on pouvait considérer que c'était qu'une simple société informatique, ou que la bourse de Casa était le marché. Donc on pouvait commencer par cette perception, mais on a fini par justement construire à la fois la même vision, croire au même projet, et de savoir de toute façon pour l'informatique, tout est informatique maintenant. Je dirais, vous êtes dans la banque, c'est l'informatique, vous êtes dans la gestion, ça va être informatique, les sociétés de bourse le savent, tout est informatique. Même maintenant, on oriente des informaticiens pour faire de la médecine, pour faire progresser. Donc le sujet n'était pas là. Donc le sujet, c'était vraiment de prendre conscience du rôle au fait de l'infrastructure, de son objectif qui était le financement de l'économie, et puis son évolution. Et puis comment cette infrastructure, qui elle, justement, comme vous le savez bien, c'est là où se déversent toutes les transactions. Donc c'était important en fait qu'il y ait une certaine à la fois cohérence, et puis il faut que cette infrastructure puisse préparer demain. Elle doit être normalement capable d'accueillir les différentes transactions sur des instruments nouveaux, etc. Donc il y a tout un travail fédérateur. Et puis le deuxième chose que je voulais aussi partager avec vous, c'était dans cet exercice-là, et moi j'étais vraiment ravi de voir les contributions en fait, des uns et des autres. Au fait, on s'est rendu compte qu'au fond, en fait, l'infrastructure, c'est un peu la colonne vertébrale au fait, du marché. Comme dans toute organisation, la plateforme opérationnelle est toujours très importante parce que sinon on n'arrive pas en fait, d'abord à faire quoi que ce soit et puis à avoir un développement périn. Mais surtout, en fait, l'infrastructure de marché, je dirais, c'est le point le plus important dans la construction, c'est de s'assurer de sa solidité parce que c'est elle qui crédibilise même le recours au marché de capitaux. C'est que si on a des questions, si on a une méfiance, si on a une défiance vis-à-vis de l'infrastructure de marché, ben rien ne se passe. Donc il fallait absolument, et tout le monde était conscient de ça, et tout le monde, justement, a travaillé dans ce sens-là. Et le deuxième, c'est l'infrastructure de marché, elle donne aussi, elle permet en fait une certaine lisibilité sur l'évolution du marché. Parce qu'on verra par la suite, cette construction-là, elle montre au fond ce qu'on voudrait justement, quel visage on veut donner au fait au marché, quel type d'opération et comment on voudrait les traiter. Et ça, dans ce sens, c'était important d'avoir cette cristallisation autour de l'infrastructure. La deuxième chose, c'est le constat comme quoi, en fait, quand on réfléchissait justement au développement, quand on compilait les différentes idées, au fait, ce qui ressortait, c'est que on est tous on partage l'envie, l'ambition en fait de faire évoluer notre marché de capitaux vers une efficience collective. C'est-à-dire quoi concrètement en fait l'efficience collective? C'est-à-dire que les envies des uns et des autres puissent être compilées de manière concrète et d'une manière efficace. Pas des je dirais des avis, je ne parle pas des avis sur le marché, mais sur la façon de construire complètement opposés. Mais aussi, ce qui était important derrière ça, c'est qu'on souhaite, et je pense que ça, c'est ça le cœur, je dirais, de cette transformation-là, c'est de passer d'un marché de titres, donc on échange des titres, on échange des actions, on échange des obligations, du papier, et puis de passer vers un marché de risque. Parce que maintenant, on sait qu'on ne peut pas continuer à accumuler les uns et les autres. On a besoin d'avoir une appréciation du risque, on a besoin de choisir un investissement suivant le couple risque-rendement, on a besoin aussi d'évaluer l'évolution du risque d'un émetteur pour pouvoir peut-être juger que la prime de risque et le prix de l'obligation ne reflète pas le risque et de pouvoir sortir. C'est tout ça, je dis, quand on accumule tous ces sujets-là, ça veut dire au fait, on devrait faire évoluer le marché vers un marché de risque. Et c'est là où on atteindra l'efficience vraiment en fait de notre financement économique, parce que l'idée derrière, c'est d'allouer, comme je le disais tout à l'heure, les capitaux vers les
vers les opportunités qui représentent le meilleur couple risque-rendement, mais surtout, ça c'est le point important, c'est de pouvoir orienter les risques vers les acteurs qui sont à même à le gérer, parce qu'on aura à gérer le risque. Enfin, à mon avis, c'est aussi un élément très important. Il n'y a pas de marché de capitaux sans risque. Marché de capitaux, je dirais, le risque, c'est pas une connotation négative. Hein. Il faut juste savoir, je dirais, essayer de mieux l'appréhender, de comprendre il s'agit, et puis surtout le gérer. Donc voilà pour la démutualisation. Donc derrière ça, il y a une véritable transformation, même dans son mode de fonctionnement, je dirais à la fois au niveau du conseil, mais aussi, je dirais, la bourse, ce n'est plus, je dirais, cette plateforme des négociations. Et ça, c'est l'idée centrale, c'est pour ça qu'on a appelé ça bourse 2.0. C'est pour, quand on parle au fait de la bourse, on parle, je dirais, de l'ensemble de la chaîne. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'ensemble de la chaîne? Parce qu'il y a aussi une précision en fait, qu'il fallait apporter. Je parlais tout à l'heure de la confusion entre marché boursier et bourse de Casablanca, mais il y a aussi la confusion en pensant que les marchés de capitaux se limitent uniquement aux actions cotées. Or, le financement de l'économie, ce n'est pas uniquement à travers les actions et les actions cotées. Juste pour vous donner quelques chiffres, vous avez la capitalisation boursière, c'est 600 milliards. Vous avez, si vous prenez l'ensemble de tout ce qui est dette marché, que ce soit dette du Trésor et dette privée, on est au voisinage de quelque chose comme pratiquement 160, 500, 700 milliards, 700 milliards. Vous avez aussi, quand vous prenez les private equity, qui est aussi fait assez important, et bien sûr, après la titrisation. Donc c'est cet ensemble-là, et comme l'objectif était justement pour évaluer le progrès, pour évaluer l'efficacité, pour évaluer l'efficience du marché de capitaux, c'est de voir comment ces différents types d'instruments contribuent au financement et comment il faut les combler. Donc dorénavant, l'idée c'est de voir en fait en marché de capitaux et dans l'infrastructure du marché, l'infrastructure qui permet de traiter tous ces sous-jacents, que ce soit des sous-jacents qui sont cotés ou des sous-jacents qui sont traités en gré à gré. Et c'est ça, en fait, qui est souligné dans cette deuxième partie.